Vous êtes de Bonjour. NeoStory, vous êtes directeur de NeoStory. Vous avez été journaliste chez RFI et après vous avez monté Neopodia, NeoStory et vous faites du content. Vous allez nous en dire un petit peu dans quelques temps. C'est ça. Bon, super. À côté de moi, donc David Lacroix d'Elvitech. Bonjour. Donc vous êtes ingénieur commercial chez Elvitech. Et chez Elvitech, en fait, vous distribuez du matériel de vision et tout ce qui est système de caméra. C'est ça, on va fournir tous les composants qui constituent une chaîne d'acquisition et de traitement d'images pour l'industrie. Donc je suis en charge du secteur industrie sur le territoire français au sein d'Elvitech. D'accord. Et bon, je développerai peut-être un peu. D'accord, après. vous allez développer avec nous dans un instant. Et nous avons Mathieu Lépine qui est en régie avec Hugo. On est au taquet, on est on fire. Donc Mathieu qui est community manager et président de Immersion AFRV depuis 1994. Alors il va nous parler de tout ça parce que ça c'est une belle pépite qu'on a en France, AFRV qui a démarré en 1994 la réalité augmentée. En 94, ça fait 22 ans, donc on ne peut pas les accuser d'avoir suivi le train en marche. Ils ont carrément été des pionniers sur ce marché français. Mathieu Lépine qui va nous rejoindre dans un instant. Voilà. Si on met on va mettre de l'image. On va avoir le petit film. Mathieu, j'étais en train de dire que vous avez été parmi les pionniers du marché français de la réalité augmentée. Absolument, merci, Bon. bonjour. Moi, je vous rejoins avec un tout petit peu de retard. Voilà, pas de souci, pas de souci. Voilà, les enchaînements. Effectivement, Immersion, créée en 1994, est une des entreprises pionnières dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée en France. Et aujourd'hui, la plus ancienne des sociétés encore en activité en Europe. Donc on fait vraiment partie félicitations. des anciens, mais comme on a encore la mentalité des startups, on estime qu'on est un peu une startup vintage aujourd'hui. D'accord, Startup Vintage, c'est pas mal, c'est un beau concept. D'ailleurs, on va commencer avec vous. Alors, on voit le petit film dans 2 minutes, 1 minute. Hugo me fait signe que ça va être prêt. On va voir quoi, en fait, Mathieu? Quelques mots sur ce qu'on va regarder sur l'écran qui est là à droite. Alors, le sujet est très large, évidemment. Réalité augmentée, réalité virtuelle. J'avais notamment, j'aime les 2 films, mais on pourra les couper parce qu'ils sont peut-être un peu longs. Un film sur l'utilisation de la réalité virtuelle par Alstom, qui n'est pas parmi les plus anciens utilisateurs français, mais qui est un industriel qui a su accélérer dans l'utilisation de ces technologies, à la fois en commençant par la conception, pour la conception des tramways par exemple, jusqu'à l'aide à la vente. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment appliqué ces concepts de réalité virtuelle dans toute leur chaîne de production, et c'est ce qui en fait un acteur aujourd'hui qui est vraiment intéressant. Très bien. Donc, on va voir, on va découvrir. C'est bon. Immersion, c'est bon, je vois au retour. Vous avez le retour ici, hein, messieurs. Tac. Moi, je vais me mettre là parce que c'est vrai que j'ai envie de voir aussi. Et on commente en live. Bon, bah bravo, hein. C'est bien. Merci. Bon, Alstom qui vous remercie et qui est très heureux de travailler avec vous. On peut faire déjà le distinguo. Le titre de la table ronde, c'est réalité augmentée et réalité virtuelle au secours de l'industrie. Qu'on fixe bien les choses. Réalité virtuelle, c'est ce qu'on vient de voir, en fait. C'est tout ce qui est simulation comme ça par ordinateur. Et la réalité augmentée qui est légèrement différente, qui va créer de l'image dans l'espace. Expliquez-nous un peu la différence entre les deux. Effectivement, pour Alstom, dans la vidéo qu'on vient de voir, on est vraiment dans l'univers virtuel. C'est-à-dire que le tramway qui est affiché n'existe pas. Donc tout est virtuel et on conçoit uniquement dans un univers virtuel. La réalité augmentée, à contrario, on va pouvoir projeter des images 3D pour les plaquer dans un contexte réel. Sur cet univers, sur ce salon, je vais pouvoir afficher des modèles 3D à travers des tablettes, des lunettes, des écrans, pour pouvoir s'imaginer, se projeter en fait dans un futur, avec la possibilité de pouvoir comparer finalement différentes hypothèses. Les utilisations ne sont pas forcément les mêmes entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc là, on fait plutôt un distinguo technologique, mais il y a aussi un distinguo d'usage qu'on pourra peut-être évoquer un peu plus tard. Absolument. Pour la maintenance, par exemple, où la personne avec son truc va pouvoir... OK. On est sur donc, la réalité virtuelle. Pour prolonger un petit peu ce film où on peut tout d'un coup être en immersion. En immersion, il ne faut pas toucher l'antenne d'en bas. En immersion dans une salle, vous avez au sein de votre entreprise
Vous avez une salle immersive, du coup, pour pouvoir tester plein de choses comme ça. Vous faites des modèles, vous faites des univers et les gens viennent. Expliquez-nous un peu comment ça marche, cette salle immersive. Alors effectivement, à Immersion, nous avons un showroom avec une salle immersive, mais la plupart du temps, nous livrons des dispositifs chez nos clients, évidemment, parce qu'ils ne viennent pas tous chez nous. D'ailleurs, on est en train d'imaginer, et on le verra, on en parlera certainement en début d'année prochaine, un nouveau service qui permet de consommer différemment aussi la réalité virtuelle. Aujourd'hui, vous êtes obligé de vous équiper, que ce soit des casques, que ce soit des salles immersives. Demain, la réalité virtuelle, elle doit être à la portée de tout le monde. Donc, on est en train d'inventer, là c'est une petite avant-première, mais le Airbnb de la réalité virtuelle, justement. Waouh, ça c'est du scoop, hein. C'est bien le prochain Airbnb de la réalité virtuelle. Et du coup, on le voit avec Alstom. On a plein de possibilités. Tout d'un coup, une fois qu'on a cet équipement au sein de l'entreprise, il y a 3 secteurs sur lesquels il y avait tout ce qui était présentation produit, il y avait tout ce qui était simulation, on se met à la place du client, et puis il y a également la recherche d'innovation. On voit que ça ouvre plein de possibilités finalement à moindre coût. C'est comme ça que vous fonctionnez avec les boîtes ? Il y a toujours dans notre démarche et avec les clients, de toute façon, une recherche de ROI, de retour sur investissement. C'est évident. Aujourd'hui, ces technologies ne sont pas des gadgets. On n'investit pas quelques milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Je donne cette fourchette très très large parce qu'aujourd'hui, effectivement, on part d'un système à 2000 euros avec un casque de réalité virtuelle jusqu'à des systèmes à 2 millions d'euros. Donc effectivement, le retour sur investissement, quel que soit l'investissement, est important. Il y a en fait 4 grandes familles d'applications de la réalité virtuelle. On va dire qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle est utilisée pour la conception. Vous concevez un nouveau produit, une nouvelle chaîne de fabrication, vous allez pouvoir le faire en virtuel. Vous allez vouloir commencer à tester l'assemblage, le montage en réalité virtuelle. Ça, c'est une deuxième famille d'applications. Vous allez vouloir former les gens, leur apprendre à maintenir des systèmes, une troisième application. Et vous avez toutes les applications qui concernent finalement le marketing, la communication, l'innovation et donc l'aide à la vente. Et c'est aussi une des applications qu'utilise Alstom. Quand vous commencez à réfléchir à retour sur investissement, finalement vous dites, dans mes process actuels, comment est-ce que je vais réussir à transformer mes process traditionnels en process virtuels ? Et où est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent finalement, du temps, de la qualité, améliorer donc les process de fabrication, les process de conception. Et quand vous additionnez finalement tous ces gains, vous arrivez à un certain retour sur investissement. Donc c'est assez simple finalement, on va saucissonner pour parler très schématiquement vos process pour dire bah là je peux gagner un peu, là je vais gagner autant et ainsi de suite et offrir surtout le système, la solution qui répond le mieux à vos besoins. Et du coup, dans ce gain et dans ce séquençage finalement des process de production, on s'aperçoit que après, quand on se dote d'un outil comme ça de réalité virtuelle, il est aussi extrêmement évolutif par rapport aux process de production qu'on pourrait avoir. Après, on se dit qu'il n'y a pas de limite quoi, quelque part. Quand on a une salle immersive comme ça, on peut créer énormément d'univers différents. Vous reproduisez tout ce que vous souhaitez. Oui. Vous reproduisez votre chaîne de production, vous reproduisez votre futur produit, vous reproduisez votre futur environnement. Donc effectivement, les possibilités sont infinies en réalité virtuelle. Et c'est tout l'intérêt. Et surtout, je vais donner l'exemple d'une chaîne de production. Si vous devez intervenir sur une chaîne de production pour l'améliorer, pour changer, pourquoi pas, certains systèmes, vous allez peut-être devoir arrêter votre chaîne de production. Avec la réalité virtuelle, ce qu'on vous propose, finalement, c'est quoi ? C'est vous faites tout en virtuel, vous testez vos nouveaux process en virtuel, et vous avez donc la possibilité, finalement, de toujours maintenir en activité votre production. Et donc là aussi, il y a des coûts. Très bien. Gilles Raillard, on va avoir un peu votre regard maintenant de fondateur de NeoStory. On a vu la technologie, on va en reparler avec vous tout à l'heure, David. Il faut faire du contenu, il faut raconter des histoires, on le voit, il faut présenter des produits. C'est une nouvelle façon de raconter, c'est un nouveau style narratif. Comment vous est venue cette idée et parlez-nous un petit peu de votre quotidien, ce prolongement qui a fait que vous êtes dit à un moment donné, bon, il faut carrément qu'on se spécialise à un moment sur la façon de raconter les histoires avec cette nouvelle technologie. Alors pour rebondir sur les propos de Mathieu, nous on est en effet clairement dans la 4e famille des usages de la réalité virtuelle autour des sujets de communication et de marketing.
Moi, je dirige une agence de brand content qui s'appelle donc NeoStory et qui a vocation à accompagner les marques dans leur prise de parole sur les différents supports numériques. Et dans la communication, dans le marketing, comme dans tous les domaines, pour être visible, il faut bien souvent être innovant. Donc, dans l'histoire de NeoStory, on s'est toujours intéressé aux nouveaux supports. Avec un vrai savoir-faire initial qui est un savoir-faire autour de la production de films, de vidéos. Donc là où on faisait au départ de simples films d'entreprise ou des documentaires d'entreprise, on a progressivement produit des web-documentaires, des web-séries. Et donc forcément, il y a... Alors je suis assez junior sur la réalité virtuelle comparé à Mathieu, mais il y a 2 ans, quand le sujet de la réalité virtuelle a commencé à monter très fort, auprès du grand public, ce qui correspond grosso modo avec l'acquisition par Mark Zuckerberg d'Oculus, c'était en 2014. Le grand public a commencé à en entendre parler parce que Zuckerberg a signé un chèque de 2 milliards de dollars en essayant juste un prototype et en rachetant une entreprise qui n'avait jamais rien vendu, qui avait simplement levé des fonds sur Kickstarter, parce qu'il a vu que c'était un nouvel objet de communication, j'allais dire surpuissant. Il a immédiatement vu ça. La suite, a priori, lui a donné raison. C'est-à-dire que c'est un sujet qui commence vraiment à monter auprès du grand public. Et donc, on a commencé à réfléchir à la manière dont on pouvait accompagner les marques à s'exprimer sur ce type de sujet, avec notre savoir-faire qui est le savoir-faire de la production de films, la production vidéo. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de produire, ce sont des vidéos immersives, des vidéos qui vont nous permettre de vivre la réalité d'un lieu, vivre la réalité d'une situation, en faisant une captation avec des caméras comme celles qui sont sur le plateau. Enfin, pas tout à fait comme celle-ci, parce que le propre d'une caméra qui est destinée à un usage en réalité virtuelle, c'est de ne pas avoir de hors-champ. C'est-à-dire que c'est une caméra avec 8, 14 ou 22 objectifs. Donc ça pose toutes sortes de nouvelles questions en termes de production. Donc quand vous tournez, il n'y a plus de hors-champ. Donc on est dans des mises en scène qui ressemblent plus à du théâtre qu'à de la production filmique habituelle. Puis quand vous avez fini de tourner avec votre caméra 360 à 8 ou 14 objectifs, il faut relier tous les objectifs, tous les champs. Il faut faire de la couture, littéralement. En anglais, on appelle ça du stitching. Donc avec une grosse partie de post-production, pour in fine, dans le casque, donner vraiment l'impression de présence, l'impression de visiter un lieu comme si on y était, j'allais dire, physiquement. Et ce qui, en termes d'expérience consommateur et d'expérience de communication, est forcément éminemment intéressant. Juste un petit sondage comme ça. Qui parmi vous dans le public qui a testé déjà les lunettes de réalité virtuelle? Pas mal. On a une petite moitié. On a une bonne moitié. Bonne moitié, mais c'est amené à se développer encore. Oui, c'est assez surprenant parce que ça reste nouveau pour beaucoup de personnes. Ça existe depuis peut-être 50 ans, mais c'est encore méconnu. Je voulais juste rebondir en fait, parce que ça m'intéresse beaucoup justement ces nouveaux acteurs comme NeoStory qui arrivent sur le marché, parce qu'on était en fait jusqu'à présent très technique, très industriel, très ingénieur. Et qu'il y ait des nouveaux acteurs qui arrivent du cinéma, qui arrivent du jeu vidéo, qui arrivent du journalisme notamment, ça apporte un regard complètement nouveau, également dans l'industrie. Dans l'industrie, notamment, on en parlait rapidement avant, mais pour la formation. Comment est-ce qu'on forme mieux les personnes? Il y a des scénarios pédagogiques qui existent, mais quand on y apporte du storytelling, raconter de belles histoires, quand on y apporte des techniques du jeu vidéo comme le scoring, c'est-à-dire donner des objectifs et donner envie aux gens de se dépasser, on voit tout de suite que les performances des formations en sont tout de suite améliorées, notamment donc dans le domaine de la réalité virtuelle. Et ça, c'est, je pense, les plus beaux compléments qu'on peut faire avec les nouveaux médias. Et je fais juste une toute petite parenthèse. J'arrête de prendre la parole après, mais on fait notamment la semaine prochaine à Bordeaux une conférence dans laquelle aura lieu une table ronde sur nouveaux médias et, on va dire, médias, et industries plutôt traditionnelles, justement pour montrer un petit peu comment l'un peut apporter à l'autre, comment les nouveaux peuvent apporter aux anciens. Voilà. Donc ça s'appelle IT3D, si vous avez l'occasion. IT3D à Bordeaux la semaine prochaine. Le 14 et le 15 décembre.
IT 3D 14 15 12 à Bordeaux. David, on parle de technologie de mix entre les créateurs, on va dire les créateurs de contenu, les artistes, ou disons que cette vision comme ça un peu créative autour de la technologie. Venons-en à la technologie. Vous êtes fournisseur, vous équipez les gens, vous développez toutes ces technologies de captation. Parlez-nous un petit peu de votre quotidien et comment vous envisagez ce secteur et cette techno. Alors, on va être un petit peu en marge de la réalité virtuelle ou augmentée. Nous, notre métier, c'est la vision industrielle. Alors, qu'est-ce que la vision industrielle? L'idée, c'est d'utiliser des capteurs, bon, simplement une caméra, avec une unité de traitement, dans le but de vérifier de façon automatique la conformité d'un produit sur une chaîne de production. Alors, on va dire, est-ce qu'on est vraiment très éloigné de ce dont on parle aujourd'hui? Finalement non, parce qu'il y a un point commun, c'est la 3D. On se rend compte que ces technologies de contrôle par vision industrielle existent depuis un certain nombre d'années. Pour la plupart du temps, on utilisait un traitement 2D, donc on avait une caméra industrielle, mais un capteur à 2 dimensions sur lequel on venait faire de la mesure. Et on se rend compte que la vision industrielle en 3D, aujourd'hui, suscite un intérêt qui est croissant. Alors, en pratique, qu'est-ce que c'est? En pratique, vous allez, par exemple, un designer va créer le verre qui est sur la table, il va créer un fichier CAO de cet objet-là. Nous, notre métier, ça sera de travailler avec les gens qui vont ensuite le produire, qui vont en produire des milliers par jour, et vérifier chacun des produits sur la chaîne de production. Alors, dans certains cas, la 2D ne suffit pas. Là, je veux mesurer un volume, je veux détecter des fissures qui peuvent apparaître un petit peu partout sur l'objet. Donc une reconstruction, une remodélisation à partir du produit physique est nécessaire. Et dans ce cas-là, on va utiliser des capteurs. Il y a différentes techniques, on pourra en parler un petit peu après. C'est ça ici, voilà, c'est ça. Alors, il y a différentes techniques qui existent, dont les principes sont connus depuis longtemps. C'est quoi donc les deux qu'on a à l'écran? Là, on a 2 capteurs. On a un capteur sur la gauche qui est un capteur de stéréovision. Donc le principe est assez simple. C'est proche de la vision binoculaire qu'on utilise en vision humaine. Donc l'idée, c'est d'avoir 2 capteurs, 2 caméras avec une géométrie connue. Et le fait de faire un appariement entre tous les points que je vais avoir sur le capteur de gauche et celui de droite va me permettre de déterminer une position X, Y, Z de mon objet dans l'espace. Le but est là. Mais je vais le faire sur l'ensemble des points qui constituent mon objet. Donc je vais avoir un nuage de points de mon objet. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser des algorithmes en 3 dimensions qui vont permettre de faire de la mesure, de faire de l'inspection. Donc il y a plein de types de traitements qui existent. Le capteur de droite est un petit peu différent, c'est un capteur par triangulation laser. Là, l'idée, c'est d'avoir une ligne laser qui va venir scanner notre objet, et en analysant la déformation de la ligne laser, on va pouvoir, en post-calibration, récupérer des informations 3D de l'objet. L'idée, encore une fois, c'est de remodéliser cet objet-là. Et une fois qu'on a l'objet, c'est ouvert à plein d'algorithmes qui vont permettre de faire toutes les mesures que l'on veut dessus. Ça par exemple, ça? Oui. Oui, alors... Ouais. Finalement, la 3D est très connue de tous, puisque nous, on a une vision binoculaire, donc on a 2 capteurs, nos yeux, et on a une unité de traitement qui est le cerveau, qui permet justement de voir l'espace à 3 dimensions. C'est exactement ce qu'on fait en vision artificielle ou en vision industrielle. On va multiplier des points de vue sur un objet, en connaître la géométrie, et comme ça, avoir une information 3D. Il faut savoir que le challenge aujourd'hui en vision industrielle, c'est d'essayer de rendre le plus souple possible le paramétrage des algorithmes qu'on va utiliser. Le cerveau est hyper performant. Il y a des choses qu'on sait très bien faire naturellement et qui seront très difficiles de reproduire avec une caméra ou avec un PC. Pourquoi? Parce que notre analyse, par exemple 3D, est basée sur la connaissance. On sait aujourd'hui estimer une distance très facilement sans rentrer dans des calculs qui sont très complexes. Le faire en 3D, avec une caméra, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a une similitude qui existe entre notre vision 3D humaine et puis ce qu'on essaye de faire dans la vision industrielle classique. Et alors du coup, qu'est-ce que vous proposez aux industriels aujourd'hui, ceux qui viennent vous voir, les clients qui viennent vous voir?
Ils ont quoi comme demande? C'est plus sur des pièces particulières, c'est sur des cycles de production, des chaînes de production? C'est vraiment dans des domaines qui sont très très variés et ce qui est intéressant c'est de voir que ce sont les clients qui sont demandeurs de solutions. Oui. Vous illustrez là je crois une application robotique. Clairement ce marché est un marché qui est croissant notamment en France et on sait faire énormément de choses avec un robot, on sait aller prendre un objet dans l'espace, on sait se positionner un petit peu où on veut. Ce qui manque au robot, c'est une intelligence. Et on lui apporte cette intelligence en rajoutant un capteur qui va lui permettre d'avoir des yeux et dans un espace à 3 dimensions. Application typique, c'est du bin picking. Ce qu'on veut, c'est automatiser le fait d'aller prendre des objets dans une caisse et les positionner dans une autre. Il y a tout un environnement à prendre en compte. Il va falloir optimiser la trajectoire de la main du robot. Il va falloir aller saisir les objets et en fonction de leur taille avec plus ou moins de précision. C'est ce qu'on apporte dans ce cas de figure-là. On a des exemples d'ailleurs sur ce salon, vous avez certainement vu les robots qui vont très très vite, les bras comme ça automatisés, et justement c'est grâce à cette techno qu'ils peuvent accomplir ces gestes-là. C'est des choses, on échange comme ça de façon ouverte. Hein. Mathieu, c'est des choses que vous aviez vu venir au début quand vous avez démarré vous l'activité de la réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous aviez en tête au début, les marchés? Qu'est-ce que vous aviez adressé vous au départ comme marché, comme utilisation, et qu'est-ce qui vous a surpris dans le parcours? Les marchés ont un peu évolué. Dans les années 80-90, les premiers marchés auxquels on pensait et qui reviennent aujourd'hui pour d'autres raisons, c'était déjà le marché grand public. On imaginait déjà dans les années 80-90 que la réalité virtuelle serait une technologie pour le grand public. Mais finalement beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt parce que des acteurs comme Sega, Nintendo se sont cassés la figure, se sont cassés les dents sur ces technologies parce que trop cher, pas encore mature. Et tout existait déjà. Et finalement, qui était en capacité de pouvoir s'équiper? Les industriels et notamment les grands donneurs d'ordre. Et c'est les premiers marchés qui ont accaparé effectivement ces technologies. Ce sont des marchés le monde du transport notamment, donc Airbus, les constructeurs automobiles, PSA, Renault notamment en France, qui sont réellement des pionniers, hein, mais au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on a quand même des très très belles pépites en France. On n'a surtout pas à rougir de notre place, même sur le classement, je dirais, international. On a trop tendance à se dire que les Français, on est un peu en retard sur les autres. C'est pas vrai. Dans le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, on est en avance maintenant, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, on fait partie du top 5 des nations dans ce domaine. Et donc avec vraiment des acteurs pionniers. Donc le marché de l'industrie, et puis qui a beaucoup évolué, parce que maintenant ça s'est quand même démocratisé. L'industrie reste un marché porteur évidemment, mais quand on regarde les chiffres énoncés pour les perspectives 2020-2025, qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d'euros pour le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, ce n'est pas que l'industrie évidemment, c'est maintenant le cinéma, c'est maintenant le jeu vidéo, et ce sont ces marchés qui vont porter finalement beaucoup, et qui vont tirer aussi les nouvelles technologies. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de démocratiser énormément. C'est-à-dire que les activités grand public, le jeu vidéo, a permis de démocratiser énormément la réalité virtuelle et la réalité augmentée, même pour les industriels. Les premiers moteurs 3D, les premiers modeleurs 3D ont été faits évidemment pour l'industrie, mais pour les améliorer, ce sont les acteurs du jeu vidéo qui en ont tiré les meilleures capacités, qui ont inventé les nouveaux moteurs de rendu 3D et qui ont permis d'avoir aujourd'hui des images d'une qualité exceptionnelle qu'on n'aurait certainement pas eu si on était resté sur des usages industriels où on aurait peut-être mis beaucoup plus de temps en tout cas pour les atteindre. Je pense qu'il y a un autre point également important dans le fait que la réalité virtuelle ou la 3D, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine industriel, ait ce succès aujourd'hui, c'est les capacités de calcul dont on dispose. En réalité virtuelle, on parle de temps réel. Dans notre cas, à nous, en vision industrielle, on a besoin d'avoir des temps de calcul qui sont très faibles pour simplement être compatibles avec les temps de cycle des machines qui nous sont demandés. Et les capacités de calcul et les ressources en calcul dont on dispose aujourd'hui rendent ça beaucoup plus accessible avant. Les technologies sont connues depuis un certain nombre d'années. Maintenant, on peut les utiliser dans des conditions qui sont intéressantes. Carrément. Quand on évoque les marchés à qui on s'adresse, vous allez nous parler, Gilles,
voilà, d'un cas client, là, j'ai sous la peau, enfin sous les yeux, dans la peau d'un patient. On va imaginer avec vous, on va regarder quelques images pour voir qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire et qu'est-ce qu'on peut aussi faire découvrir à un métier, une profession, en les changeant, en se mettant à la place du client. C'est ce que faisait Alstom et ce que vous avez proposé de faire à des dentistes alors. C'est ça. On parlait tout à l'heure de la réalité virtuelle comme support de formation, sur des sujets de formation comportementale. Là, on est en train de, c'est une autre exclusivité. C'est pas véritablement sorti, c'est en cours de finalisation pour la division santé de Air Liquide. Qui adresse avec son protoxyde d'azote, le fameux gaz hilarant, qui adresse un certain nombre de professionnels de santé, dont les dentistes, qui est un gaz qui a vocation à faire disparaître le stress lié aux soins. J'en commande dès maintenant, voilà, dès aujourd'hui. Concrètement, quand on est dans le fauteuil du dentiste, on est quelques-uns à être un peu tendus, voire beaucoup plus. Il y a un certain nombre de phénomènes de crise d'angoisse, notamment, qui se manifestent dans le fauteuil du dentiste. Et le problème, c'est que bien souvent, les dentistes ont du mal à le percevoir, finalement à le comprendre. Parce qu'un dentiste, ça fait beaucoup d'études, c'est formé. Il n'y a finalement pas de raison d'avoir peur d'aller chez le dentiste. Et donc, pour faire prendre conscience qu'il y a un sujet fondamental dans la relation entre le patient et le professionnel de santé, faire comprendre ça au dentiste, la meilleure façon, c'est de le mettre dans la peau d'un patient qui connaît une crise d'angoisse. Et donc, on s'est servi d'une captation du réel. On est allé chez le docteur Zloty en banlieue parisienne, dans son cabinet. On a amené une caméra OZO pour filmer à 360. On a écrit une histoire pour rentrer progressivement dans cette crise d'angoisse. Et on montre les manifestations très concrètes, les acouphènes, des phosphènes, la vision qui se trouble, et puis un certain nombre de phénomènes comme celui-là, de la crise d'angoisse. Et on montre ça aux dentistes. Et donc on a montré une version bêta il y a 2 semaines à l'ADF, au Congrès des dentistes de France, Porte-Maillot à Paris. Et on a vu un certain nombre de réactions de dentistes. Il y a une réaction qui m'a marqué. À la fin de la séquence qu'on voit à l'image là, on voit l'assistante dentaire qui passe une seringue devant le patient et qui la passe au dentiste. Et vue du fauteuil, elle est énorme, cette seringue, mais vraiment énorme. On a l'impression qu'elle fait 30 cm. C'est un objet très impressionnant. Et donc en le montrant à des dentistes, il y en a un qui a enlevé le casque et qui nous a confié qu'il allait dès le lendemain changer sa pratique professionnelle parce que typiquement, il avait l'habitude, c'est un objet qu'il voit toute la journée, 15 fois par jour, et il ne fait pas attention à ça. Par contre, en le voyant dans la peau du patient, le passer si proche avec ces phénomènes d'acouphènes, de phosphènes, il s'est dit que voilà, dorénavant, il allait le passer derrière, tout simplement. Il allait la passer derrière, la seringue. Et donc, voilà, dans la peau d'eux, la réalité virtuelle sur des sujets de formation, elle peut vraiment servir à ça. Du coup, formation, oui, c'est quelque chose de très fort. Je pensais aussi aux Serious Games tout à l'heure. Bon, là, il faudrait de l'équipement, mais il y a ça qui est assez à la mode. J'avais vu un jeu, c'est pas une question de mode d'ailleurs, c'est une question, encore une fois, de former les gens. Les chantiers navals de Saint-Nazaire qui ont reconstitué entièrement le port. Et tous les nouveaux entrants, en fait, ils ont le jeu à la maison pour jouer pendant 1 mois, 2 mois et s'habituer en fait à tout le port, et c'est beaucoup plus parlant que si ils étaient accompagnés dans le port en temps réel et qu'ils allaient parcourir des dizaines de kilomètres. Là en fait ils jouent chez eux à la maison en rentrant le soir et ils connaissent le port comme s'ils y étaient, comme s'ils y travaillaient depuis des années. Est-ce que c'est des perspectives que vous avez par exemple en termes de formation, ou c'est une demande qui apparaît aujourd'hui ou pas ? Clairement, la formation, quand j'ai cité les 4 grandes familles tout à l'heure d'applications, fait partie des familles d'applications les plus demandées aujourd'hui et pour lesquelles la réalité virtuelle a un vrai atout. On a notamment dans le domaine de l'usine du futur ou des chaînes de production, on a un acteur en Aquitaine, alors pour moi c'est un acteur local parce que nous sommes bordelais, mais qui est une petite PME parce qu'ils sont une trentaine de personnes. Qui a créé une chaîne de production du futur. Alors ça veut tout et rien dire, mais en tout cas qui a été complètement renouvelée, qui a intégré les nouvelles technologies,
de communication qui intégrait notamment la réalité augmentée. Et grâce à la réalité augmentée, ils ont permis d'améliorer le temps de formation, de réduire le temps de formation de 80%. 80%, pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes qui arrivaient sur la chaîne de production, finalement, avaient... c'est là où se servent aussi d'ailleurs les caméras. Mais donc, on filmait la chaîne de production et on projetait en temps réel des indicateurs qui permettaient à l'opérateur de dire et voilà, il faut poser telle pièce à tel endroit. Du coup, l'ordinateur et le programme valident que la pièce est bien posée. Et une fois que les pièces sont bien posées, on passe à la suivante. Et ça, c'est hyper pragmatique, c'est hyper simple. On n'est pas dans quelque chose de futuriste, on n'est pas dans quelque chose de complexe, on est dans quelque chose de très pragmatique. Et voilà, donc les opérateurs arrivent sur chaîne, effectivement, ils n'ont pas besoin d'être formés au préalable, quasiment. Ils arrivent sur chaîne, ils peuvent déjà faire les opérations directement sur place. Alors, le nom de la société? Elle s'appelle Sona Design. Ils font des panneaux solaires pour de l'éclairage, notamment, et c'est pour les pays émergents. Comment ça se passe concrètement là? Monsieur pose la question, mais je suis un industriel, j'ai envie de modéliser ou de voir, de travailler comme ça en réalité virtuelle sur une des chaînes d'assemblage, sur une des chaînes de production. C'est quoi la démarche peut-être, David? Est-ce qu'on vient chez vous direct? Est-ce qu'on vient vous voir? Est-ce qu'on va s'adresser à des gens qui apportent la technologie ou à des créateurs? Comment ça se passe concrètement? Alors comment ça se passe? Il y a deux cas de figure. En général, les gens nous contactent. Oui. Nous, on va les conseiller, c'est-à-dire qu'on va fournir des composants, mais on ne va pas développer entièrement l'application chez le client final. Ce n'est pas notre métier. Par contre, on a un réseau de partenaires intégrateurs sur tout le territoire français qui ont les compétences techniques pour pouvoir utiliser les produits, et eux vont répondre à un cahier des charges très précis, c'est-à-dire la définition du produit, par exemple, à contrôler, quelles sont les contraintes environnementales, quelles sont les cadences de production, quelles sont les mesures qui doivent être effectuées là-dessus. Et à partir de ça, nous, on va travailler avec le partenaire intégrateur et voir quelle est la technique et le produit le plus adapté pour répondre aux besoins. Et ensuite, l'intégrateur va lui réaliser l'application et va fournir une solution clé en main pour le client final jusqu'à l'installation du système en production. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est de plus en plus accessible, si on vous écoute bien. C'est aujourd'hui à envisager quand on a une bonne chaîne de production qu'on souhaiterait optimiser, où on aimerait faire par exemple des tests beaucoup plus réguliers. Au lieu de les faire sur les pièces elles-mêmes, on peut modéliser et puis avoir certaines parties de la production qui sont comme ça en réalité virtuelle. Ça demande quand même un certain nombre de compétences, puisque on parle de développement informatique, on parle d'utilisation de capteurs, on parle d'utilisation d'objectifs, d'optiques, utilisation de la lumière. Donc il y a tout cet ensemble-là qu'il faut maîtriser, et c'est pour ça qu'il y a des professionnels aujourd'hui qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là et qui répondent aux besoins. Très bien. Préparez vos questions, comme il est 11h10. Si vous avez des questions, est-ce que vous avez des réactions, des choses que vous aimeriez savoir? Monsieur, on va vous apporter un micro. Alix arrive, vient vous voir. Bonjour, Jamel Kames, Art et Métiers Magazine. Bonjour. Pour avoir porté des lunettes pour la réalité virtuelle, très vite j'ai mal à la tête. Et je ne sais pas comment on peut faire de la formation sur une durée longue en portant ces systèmes, par exemple. Donc, est-ce qu'on a avancé la recherche sur ce point? Alors, effectivement, les premières lunettes, je ne sais pas lesquelles vous avez essayé, mais parce que les casques de réalité virtuelle sont assez anciens. Les modèles professionnels qui coûtaient 100 000 $ il y a quelques années étaient très performants. Maintenant, on a eu des casques à 1 000 € il y a 2-3 ans qui étaient encore des casques en cours de développement qui donnaient mal à la tête pour beaucoup de personnes, pour les problèmes d'oreille interne, tout simplement, parce qu'on vient tromper le cerveau. Hein, donc, ça, c'est évident. Maintenant, les casques actuels ne provoquent chez plus personne quasiment de problèmes de cet ordre. Il y a quand même des gens qui souffrent de toute façon de troubles d'oreille interne, et ça, c'est une fois. Si vous êtes atteint par ce trouble, c'est sûr que vous allez être très malade. Par rapport au casque, alors le casque en plus a des contraintes. Nous, on ne prône pas forcément le casque. Ce que vous avez vu chez Alstom, ce sont des salles immersives. La grande différence, c'est que notamment le casque va vous enfermer, donc vous allez être complètement isolé. C'est bien dans certains cas de figure.
C'est pour des scénarios qui sont très longs, ça va être aussi être inconfortable. Le fait d'être devant un grand écran va vous immerger aussi à l'échelle 1, donc à l'échelle normale, à l'échelle humaine, et surtout vous allez pouvoir collaborer, c'est-à-dire voir la personne qui est à vos côtés. Et ça, c'est dans le domaine professionnel, c'est rare qu'on travaille tout seul, à moins qu'on soit derrière son poste de travail à faire la modélisation d'un produit en 3D, mais le reste du temps, on est dans des salles de réunion. Et ces salles immersives, ce sont des salles de réunion finalement virtuelles. Et c'est là où on vient travailler à plusieurs. Et c'est là où on n'a plus du tout ces problèmes effectivement de nausée, hein, donc le cybersickness. On est sans casque, on a des lunettes qui permettent de voir en stéréo devant ces écrans, ces grands écrans, mais on n'a plus ces problèmes. Alors vous avez été aussi en salle immersive et vous étiez Pour aussi ceux qui n'ont sensible pas- à ça. Ceux qui n'ont pas entendu, Ah ouais. j'ai été également en salle immersive et au bout d'un moment, ça tangue. Vous êtes certainement, je pense, sujet effectivement à des problèmes. Assez sensible. Après, il y a deux choses. Il y a une autre chose, c'est effectivement, ça demande des développements qui sont faits par des professionnels, qui sont des développements qui ont été bien pensés. Ça demande aussi des calculateurs. On parlait de temps de calcul tout à l'heure et de GPU, enfin, donc les calculateurs qui permettent de générer les images, qui sont suffisamment bien pensés et suffisamment puissants pour qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire l'écart entre ce que vous voyez, vos interactions, vos mouvements, et ce qui va donc être renouvelé en permanence. On parle de temps réel. Le temps, il n'est jamais complètement réel. Il y a toujours un léger décalage qui est maintenant de l'ordre de la milliseconde. Mais s'il est trop important, effectivement, votre cerveau va percevoir une différence entre vos déplacements, vos mouvements, et ce qui va s'afficher à l'écran, et donc une incohérence au niveau du cerveau. Et c'est ça qui rend en fait malade. C'est ça qui est. Je vous laisse la parole, Gilles, juste après, parce que je voulais avoir justement votre avis sur la durée en fait des petits films que vous faites. C'est vrai qu'il y a une petite contrariété des fois entre ce qu'on voit, ce qu'on envoie comme message au cerveau par l'œil, et ce que le corps ressent. Si je suis dans quelque chose où j'ai l'impression de voler, mon corps ne vole pas du tout, et mon cerveau dit tiens, je vole. On a des effets comme ça de perspective. Moi, ça m'est arrivé en essayant des lunettes, où je me baisse comme ça, je vois du vide en bas, je dis oh. Il y a ça, et en fait mon corps, lui, il a pas senti du tout le vide, il est pas, et du coup il y a des contrariétés des fois qui font pourtant, un peu bizarre. C'est peut-être ce que vous avez ressenti, monsieur, je sais pas. Et pourtant, les personnes qui travaillent sur le vertige, donc, ou sur l'acrophobie, utilisent aussi la réalité virtuelle. Et là, encore une fois, c'est une question d'expérience. C'est-à-dire qu'il faut savoir développer de bonnes expériences. Et c'est là où je pense que vous avez aussi ce talent, c'est-à-dire, si c'est mal fait, le sentiment de présence, c'est-à-dire le sentiment d'être vraiment dans l'univers virtuel, ne va pas être positif. Oui. En revanche, si c'est bien pensé, je vous jure que si vous êtes légèrement acrophobe ou sujet au vertige, vous allez vraiment avoir la sensation de tomber dans le vide et d'avoir peur. Par exemple, il y a quelque chose qu'on évite absolument de faire quand on fait la production d'un film pour une vidéo immersive, c'est l'utilisation du travelling. Parce que pour le coup, le corps ne bouge pas. Généralement, quand je regarde une vidéo immersive dans un casque, je suis assis comme je le suis là. Et donc, si je suis sur un drone, quand on fait des visites virtuelles de sites de production, d'usines ou de choses comme ça, et qu'on commence généralement par une vision, un survol du site sur un drone, on a littéralement l'impression de voler. On est dans une expérience qui en soi entraîne pas du motion sickness. Par contre, si on est au niveau du sol et que là j'ai l'impression de marcher alors que je marche pas en résumé, là on a assez rapidement une sensation de mal-être. Mais après ça dépend aussi beaucoup en effet de la manière dont les choses sont programmées, de devices de diffusion. C'est vrai que sur des devices mobiles comme on en voit de plus en plus pour le grand public. Nous, on a tendance à travailler sur des programmes assez courts, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes maximum. On ne cherche pas forcément à prolonger l'expérience. Donc voilà, c'est un certain nombre de critères. Et puis, encore une fois, ce phénomène de latence entre le moment où je tourne la tête et puis le moment où l'image dans mon casque se met à jour et se rafraîchit, elle est de plus en plus courte en fonction de la capacité de calcul de ces différents devices et de la capacité aussi des moteurs de rendu de jeux vidéo de type Unity ou Unreal qu'on utilise nous sur nos sujets de production. Au fur et à mesure, ces outils-là progressent.
et les capacités de calcul progressent. Donc je pense vraiment que ces phénomènes-là vont totalement disparaître à très court terme. Tout à fait, puisque vous qui avez suivi quand même, on disait que c'est assez récent dans le grand public, finalement, la réalité virtuelle. Et là, maintenant, elle fait des progrès en termes de rapidité de calcul, vous, de savoir-faire après de l'histoire, de ce qu'on raconte et de la mise en image, de la technologie. Tout ça s'accorde aujourd'hui pour aller assez vite, finalement, et apporter une expérience, puisqu'on est encore là-dessus. C'est une expérience utilisateur qui est quand même très forte. On vous retrouve donc parce qu'on va devoir conclure. Vous aviez une question, monsieur? Allez, on prend la dernière question avec monsieur. Et après, vous avez les petits manches debout, là, juste derrière, qui pourront vous permettre de faire un peu de networking si vous avez envie de parler avec nos intervenants. Monsieur. Bonjour, Romain Grégory, de Néopost. Moi, j'avais une question sur la réalité augmentée. Est-ce que vous faites le distinguo avec la réalité mixte et dans vos exemples que vous avez eus? Et sinon, est-ce que vous avez des exemples du coup de réalité mixte? Alors effectivement, on n'a pas parlé de réalité mixte. Bon, pas tout compliqué. En plus, je dirais que les fournisseurs de technologie ont tendance à induire aussi en erreur ce qu'on peut appeler aujourd'hui, ce que certains appellent aujourd'hui de la réalité mixte, est en fait de la réalité augmentée. Pour faire simple, oui. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là qui va être un peu trop poussé. Mais effectivement, la réalité augmentée, telle que nous on l'entend dans le domaine de l'industrie professionnelle, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'information 3D qui va être colocalisée. Quand je dis colocalisée, c'est-à-dire qu'on va vraiment plaquer une information sur un environnement réel. Ça ne va pas être juste une information qui va vous dire « Regardez, c'est par là-bas que le stand S30 se trouve ». Non, ça va être « Je vais pouvoir ajouter une texture sur un stand de manière très précise ». C'est ça la colocalisation. Et c'est ça qu'on appelle la réalité augmentée. Voilà, on avait des images, je ne l'ai pas là, mais c'est vrai que oui, c'est une techno. Ça répond à votre question, monsieur? À peu près, hein, en partie. Vous pouvez continuer à échanger, je pense, comme je vous disais, là sur les petits manches debout. On va devoir terminer cette table ronde. Merci beaucoup d'y avoir assisté et de nous avoir suivis. Merci à tous les trois de nous avoir éclairés. Et on vous retrouve donc on a neostory.fr peut-être, ou neostory.fr. On a immersion.fr ou .com, immersion.fr, IT3D. IT3D.fr, donc l'événement qui a lieu la semaine prochaine à Bordeaux. Exactement, à Bordeaux. Pour les Bordelais, n'hésitez pas. Et puis David Lacroix, donc elvitech.fr. elvitech.fr. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde.